ça là, c'est un tas de picots. Ouais. On a fait cette découverte macabre là. Nous, on se demandait parce qu'il y avait tous les poissons qui flottaient partout. Flottaient qui arrivent, je ne sais pas, ils arrivent d'où. Fait inhabituel sur la baie Le Brie, la plage est jonchée de poissons morts. Un spectacle désolant qu'ont découvert les habitants de la tribu de Bas à Wailou dimanche matin, au lendemain de la puissante éruption d'un volcan sous-marin des îles Tonga. Ça, c'est une loche. Ça, c'est une loche, elle vient des palétuviers. Là. On a trouvé des plus grosses aussi. Selon l'association environnementale de Wailou, plus de 25 espèces ont été répertoriées. Ce matin, des agents provinciaux ont été dépêchés sur place. Objectif, prélever des échantillons de poissons et d'eau. Ce qu'on a fait, on a pris des échantillons un peu partout. Il y a des sorties de criques là, tout du long de la presqu'île. Sachant qu'il y en a une mine dans le haut. Ça fait voilà, quand on a pris des échantillons là, on arrive en fond de baie, pareil, on va en prendre un peu dans le fond là. Et on va remonter sur cette rive là jusque la tribu de Kaora, au pire aller jusqu'au village. Ici, les habitants sont inquiets, leur garde-manger est menacé. Pour l'heure, aucune explication n'est avancée. Les enclaves, c'est toute la chaîne. Ça, c'est un biotope, ça. Ça, c'est un biotope. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que les mecs soient capables de voir les espèces et puis à quel niveau ils ont été impactés. Ça fait là, il y a les adultes et puis même les petits qui ont été impactés. Après, nous, on n'est pas scientifiques. Nous, on est juste les utilisateurs de l'espace ici. Le problème, c'est que les gens vont continuer à pêcher. Autre fait constaté, un mouvement des marées anormal. 2 minutes, regarde, il y a 2 minutes, elle était là. Elle était là, et puis là, elle va arriver là. 2 minutes, elle est là. Regarde, elle descend au fur et à mesure, regarde. Surveille s'il n'y a pas une grosse vague blanche qui arrive là. Voilà. Selon les premières constatations, seule la commune de Wailou serait concernée par ce phénomène. Aujourd'hui, les spécimens échoués ont été prélevés pour analyse, mais les investigations dans la région vont se poursuivre. En attendant les résultats d'analyse, les habitants ont décidé de ne plus pêcher et la baie a été fermée au public. Après Nouméa, c'est au tour de la commune du Mont d'Or de participer au programme Wolbachia. Des moustiques porteurs de cette bactérie ont été relâchés ce matin. L'objectif, qu'ils propagent Wolbachia parmi leurs congénères, alors incapables de transmettre aux hommes des maladies comme la dengue. On a disséminé 800 petits pots dans l'environnement, donc sur la voie publique. Certains sont chez des particuliers quand on ne trouve pas de place sur la voie publique. Certes, on aura toujours de la nuisance, on aura toujours des moustiques qui nous piqueront, mais on veut vraiment annuler ce risque d'attraper la dengue et de déclencher une épidémie de dengue. On travaille dans le cadre de ce programme sur la partie nord de la commune, qui est donc limitrophe à la commune de Nouméa, et puis qui a une densité démographique un peu plus importante que la partie sud. On a plus de 91% de Mondoriens qui se sont déclarés favorables à la dissémination de cette bactérie via les moustiques. Donc c'est un engouement de la population. Je pense que tout le monde connaît les effets néfastes que la dengue peut avoir et qu'elle entraîne de la mortalité. L'opération de dissémination va durer 6 mois au Mont d'Or et à Dumbéa. D'autres communes semblent intéressées, encouragées par les bons résultats de ce programme lancé au pays en 2019. Hereng kaya kolor jane pot. Ngai nacho mana komi jasina gila le jane pot sekela cenuma. Amila jasina ngani lare les feuilles jaunes. Les feuilles jaunes. Leur campmed. Manchila khoma lueche. Alcanice gecele chemi peni makanyed ya choro man mekel mara khwaleng ngane e ya sekola edgola nyangnya anala matobe salo zaman mekel bara chakusha esa choro ne numan mekel ka comme kaba kahere e balago no man mekel la kholmare luejen ara khwaleng mara menik ye fisha biasa ya sabane meno kholane bilay nyanginya
Makedinga la kula. Kula kau kula ming. Jela nango collègue la gane ezin la route mara. Aku kawan nyanyi khas. Le mouvement de soutien au grand chef Nesline, toujours en garde à vue, se poursuit depuis hier soir. Ils étaient une cinquantaine cet après-midi devant la gendarmerie dans une ambiance calme. Pour rappel, le grand chef est entendu en tant que commanditaire des violences commises en novembre 2020 à Rault et qui avait poussé des dizaines de familles à se réfugier à Nouméa. La garde à vue pourrait durer encore plusieurs jours. Autre manifestation, cette fois devant le commissariat central à Nouméa suite à la garde à vue de Gaëlle Véry, une figure du mouvement anti-pass sanitaire. Elle est l'organisatrice présumée de la manifestation pourtant interdite ce week-end. Ses soutiens dénoncent cette détention. Nous sommes tous responsables et donc voilà, si nous sommes 7000, il y a 7000 responsables. Exactement, et c'est pas juste en fait que ce soit que Gaëlle en fait qui soit en garde à vue, étant donné qu'on a tous pris nos responsabilités, chacun est libre en fait de le faire ou pas, et c'est pas parce que Gaëlle est connue publiquement en fait que c'est elle qui doit payer les pots cassés pour tout le monde. Le procureur rappelle que l'organisation d'une manifestation illégale reste un délit. Daniel est propriétaire du gîte Les Randonnées de Pau-Creux depuis 2006, mais il y a travaillé auparavant en faisant des randonnées équestres aux clients. Doté de 2 bungalows et ce dortoir dont 29 personnes peuvent être logées, ce gîte d'une capacité d'accueil de 80 personnes existe depuis 1992. Une activité touristique qui pourrait être mise en cause par rapport aux grandes pluies de début janvier. Il y a une semaine de ça, c'était l'enfer. Voilà l'intérieur du dortoir. C'est juste l'entrée, on retrouve la porte qui est là. Il y a une porte qui a disparu. Et puis bon, en plus avec de la boue, des feuilles, c'est-à-dire qu'il y a eu du courant, quoi. Ça n'a pas été, c'est pas de l'eau qui est montée tranquillement. Il y a eu du courant, parce que même pour arracher la porte du dortoir, ça a soufflé, quoi. Enfin, ça n'a pas soufflé, ça a coulé surtout, parce qu'il n'y avait pas de vent. Tout s'est déroulé dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier, où pas moins de 200 mm d'eau est tombée en seulement 11 heures. Depuis la création de ce gîte, Daniel n'a jamais vu une inondation pareille. Le niveau de l'eau, on le voit sur la première photo là, voilà. C'était celui-là, ça arrivait à ici, premier matelas. Les seuls matelas qui n'ont pas été mouillés, c'est sur les lits superposés doubles là, où ils étaient 5 cm plus haut et ils n'ont pas été noyés. Et voilà, le niveau de l'eau, on le voit bien ici là. Les dégâts portent sur quelques matelas ici dans ce dortoir, la salle à manger, la cuisine et à la sellerie. Daniel s'est rapproché de son assurance pour être remboursé, mais celle-ci n'a pas donné suite à sa requête, disant, je cite, « Le sinistre déclaré ne rentre pas dans le cadre de l'événement climatique ». Cependant, sur son attestation d'assurance multirisque professionnelle, Daniel paie également les événements naturels pour le contenu. À savoir que cette nuit-là, une partie du pays était en vigilance jaune. Vendredi dernier, les acteurs touristiques de la foi ont rencontré le haut-commissaire pour la République en Nouvelle-Calédonie, M. Patrice Faure, pour avoir une réponse à leurs questions, notamment celle sur les assurances. Bon, est-ce que les alertes, par exemple, vigilance jaune, rouge, tout ça, est-ce que ça va être pris en compte ou pas? C'est ça. Justement, on est en train de travailler avec les services. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit si jamais la décision de prendre en catastrophe naturelle est prise, je crois que c'est le OCR ou c'est vous qui devez prendre cette décision, ils vont étudier le dossier. Pour le moment, je n'ai pas de réponse à leur apporter. La seule réponse que je puisse leur apporter, c'est que nous y travaillons. Nous veillons avec les services de l'État et les services du pays à ce que justement nous puissions établir une cartographie dans un temps donné avec des horaires et des pluviométries qui permettront probablement d'atterrir sur un point d'équilibre qui permettra aux uns et aux autres probablement de toucher leurs assurances, ce qui n'est pas éligible, loin s'en faut. Selon Daniel, la rencontre avec le haut-commissaire a été fructueuse. Son dossier a été finalement pris en considération par l'assurance. Cependant, un expert devra passer pour évaluer la valeur des dégâts. Super. On a prévu 5 Élu de la commune de Boulou-Paris, représentant de la SIC, du gouvernement, de la province sud, de l'État, direction du CHS et association de coopération sociale et médico-sociale, tous étaient présents ce matin pour la pose de la première pierre de la future maison d'accueil spécialisée de Boulou-Paris. D'ici 1 an et demi, les résidents pourront prendre leur quartier dans une structure flambant neuve.
Pour le moment, ces patients vivent à l'ULSP, l'unité de long séjour de soins psychiatriques du centre hospitalier spécialisé. Marcel, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Audrey? Voilà, quelle heure il est? À 1h30. 1h30? Bon, et ben voilà, on attend 1h30. Là déjà, tu vas manger. Oui? Ça va être un profil de patient assez âgé, avec une moyenne environ de 60 ans, nécessitant quand même une structure médicalisée et souffrant de pathologies psychiatriques pour la plupart. Si elle ne trouve pas Raïssa, c'est que ça va être Eva. Donc là, c'est le moment du repas. Donc tous les soignants sont dans le réfectoire. Il y a certains patients qui vont manger un plat par un plat. Il y a l'infirmière qui donne en même temps les traitements de midi. Et du coup, voilà, c'est un moment convivial. On essaie de passer un bon moment. C'est très bruyant, très vivant. Le quotidien des résidents, il va être rythmé à la fois par les temps de soins, les prises de traitement, l'implication de différents professionnels, kinés, etc. Et à la fois par des moments de vie, activités, loisirs, les achats personnels, du shopping, ce genre de choses. L'unité de long séjour psychiatrique est hébergée au CHS de Nouville, un lieu chargé d'histoire comme en témoignent les bâtiments. Ici, l'ancienne maison du surveillant en chef à l'époque du bagne. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui au centre hospitalier Albert Bousquet, qui initialement était l'hôpital du bagne, appelé plus communément le Paradou, jusqu'en 1922. À la suite de laquelle la période a continué pour en faire un établissement public d'assistance pour tous les immigrés, les infirmes, tous les exclus de la société, avec une parenthèse pendant la Deuxième Guerre mondiale où on a traité un centre de détention pour les Japonais. Et aujourd'hui, c'est l'hôpital psychiatrique de référence et de gériatrie de la Nouvelle-Calédonie. La future maison d'accueil de Boulou-Paris est portée par l'ACSMS, Association de coopération sociale et médico-sociale créée en 2007 à l'initiative du CHS, qui regroupe des structures telles que la Séviane au Mont-d'Or ou encore la plateforme d'appel SOS Écoute. La maison d'accueil spécialisée sera composée de plusieurs unités dans lesquelles seront hébergées des personnes atteintes de handicap et gravement dépendantes. Et en fonction de leur degré d'autonomie, elles seront dans certaines unités ou pas, avec aussi des espaces communs pour permettre aux gens de pouvoir faire certaines activités sociales et culturelles notamment. Il s'agit d'une structure médico-sociale qui permet un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et une prise en charge médicale et des soins constants. Les résidents actuels de l'unité de long séjour de soins psychiatriques du CHS seront les premiers résidents de la maison d'accueil spécialisée de Boulou-Paris, qui proposera 42 places et permettra la création de 50 emplois pérennes. Le nombre de cas positifs grimpe en flèche depuis 15 jours, tandis que les médecins considèrent que le variant Omicron est responsable de la moitié de ces contaminations. Un nouveau pic épidémique pourrait arriver d'ici quelques semaines. L'augmentation du nombre de cas est importante là, depuis notamment la fin de la semaine dernière. Et il y a une croissance qui est suffisamment importante pour qu'on s'attende. Vraiment, on est parti pour avoir une deuxième vague. On n'est pas dans la même situation que la première vague de septembre. D'une part, on n'a pas le même virus cette fois-ci. Enfin, on a un variant qui est beaucoup plus contagieux. Donc on peut s'attendre à avoir plus de cas. Par contre, on a une couverture vaccinale qui est meilleure. On a des personnes qui ont déjà en plus leur dose de rappel. Donc on peut s'attendre aussi à avoir avec une proportion moins importante de formes sévères. Ceci dit, il y aura toujours des risques chez les personnes vulnérables et non vaccinées ou vaccinées incomplètement. À partir du 24 janvier, les mesures d'isolement pour les cas positifs et les personnes contacts sont revues. Les délais sont raccourcis, notamment en cas d'infection, 7 jours d'isolement contre 10 actuellement. À la veille de cette vague de variants Omicron, 110 000 Calédoniens sont éligibles à la 3e dose et 48 000 personnes de plus de 12 ans ne sont toujours pas vaccinées. Je me mets là, ils ont été vaccinés déjà ? Ils ont été vaccinés. À Lifou, 83,6% des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin, contre 79,9% à l'échelle du pays. Un pourcentage élevé qui s'explique en partie par les opérations Vaxitrib. Ce dispositif permet à une équipe médicale de se rendre auprès de la population dans chaque tribu. L'opération a repris lundi dernier pour administrer la 3e dose de vaccin.
Et ce matin, l'équipe médicale était à Natalo. Ça va durer 2 semaines et demie. On fait 2 tribus par jour, justement pour essayer d'aller assez vite avant que le Omicron soit trop présent sur l'IFU. Hier, on est venu coller des affiches d'information dans les tribus. On va prendre compte sur les petits chefs, les gens d'église pour faire passer les messages, pour que vraiment la population soit informée et ceux qui veulent venir se faire vacciner puissent le faire, quoi. À Marais et à Ouvéa, des vaccinations sont en cours d'organisation par la province des Îles. Et il est également possible de se rendre en dispensaire ou en pharmacie pour se faire vacciner. Aujourd'hui, le taux d'incidence sur l'IFU est de 228, avec 19 cas actifs détectés ces derniers jours. Les tests ont également révélé 3 cas à Marais et 11 sur Ouvéa entre hier et aujourd'hui. Aucune de ces personnes testées positives ne présente pour l'instant de symptômes inquiétants. Un séquençage est actuellement en cours pour confirmer s'il s'agit du variant Omicron. Là, c'est un peu trop éloigné, ceux-là. Là. Faut les rapprocher. Ah oui, je détache. Au centre culturel Goameboarat à Yengen, les enfants s'affairent. À l'ombre des arbres, les feuilles de cocotier attendent d'être transformées. Là, on est en train de couper des feuilles de cocotier, d'assembler pour pouvoir tresser ce qu'on appelle le pola. C'est une sorte de couverture que l'on met autour de la case ou du faré, etc. de la maison. Ce matin, les vacanciers avaient pour activité la fabrication d'un mur végétal. Une découverte pour Adrien qui vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? À tresser des feuilles de cocotier pour faire un spectacle. L'occasion par cet atelier de mettre en pratique le thème du centre, paroles et gestes, pour promouvoir le partage du savoir-faire. Je savais déjà faire les polas, j'ai appris chez moi à la vallée quand on faisait les fêtes là-haut à la vallée. À travers cette parole et gestes, c'est de simplement savoir écouter et savoir parler. Savoir écouter, savoir parler, c'est aussi le fait de partager ce qu'on appelle, on va dire, l'humilité, le partage. Et il y a aussi une sorte, dans le centre de vacances, on met en place ce qu'on appelle des règles de vie, dans lesquelles chacun doit respecter l'autre, chacun doit respecter la pensée de l'autre. C'est ça qui est important. On essaie de le faire, de se transmettre un peu cette vision-là et cette conscience-là. Ils sont 20 à profiter du soleil et des activités que proposeront les animateurs durant 2 semaines. Sur place, avec 3 encadrants, impossible de s'ennuyer. Toi, tu dessines quoi, Charlotte? Je dessine comme ça. Ah, tu dessines comme Diana. Aujourd'hui, pendant qu'un groupe est au tressage, d'autres dessinent ou encore s'amusent au jeu du drapeau. 3, vas-y, ma copine. Des tests de dépistage Covid-19 ont été demandés lundi et le seront de nouveau la semaine prochaine. Quant aux règles sanitaires, le port du masque est obligatoire et le lavage des mains régulier. L'Institut de la statistique et des études économiques vient de publier des chiffres concernant la consommation d'alcool au pays. 19 millions, c'est le nombre de litres d'alcool, tout type confondu, consommés en moyenne par les Calédoniens en une année. C'est l'équivalent de 52 000 litres par jour. En tête du classement des alcools les plus consommés, la bière, avec 47%, suivi par le vin, 32%, et les alcools forts, avec une part de 21%. L'opération Dry January, ou janvier sans alcool, relayée localement par l'ASSNC, est l'occasion de revoir sa relation à l'alcool. Serena a relevé le défi. Donc je me suis lancé ce défi de Dry January parce que c'était dû à ma consommation d'alcool qui a augmenté en fin d'année 2021, dû à plusieurs événements. Et donc ce petit défi pour essayer de calmer déjà ma consommation, de me remettre en question et surtout de faire une pause, de donner à mon corps de se reprendre dû à cette consommation. J'ai eu du mal avec les petites tentations, par-ci par-là, mais après avec l'aide des parents, ça s'est bien passé finalement. Et puis je me dis que c'est que pour un mois, donc ça va aller. Franchement, ça fait beaucoup de bien au corps et puis
Quand on se lève le matin, on se lève de bonne heure, on est moins fatigué. Et puis, on est moins énervé aussi. Et on a moins de poids dans la tête. Enfin, on est moins chargé dans la tête. On n'a pas besoin de l'alcool pour être heureux. On peut s'amuser tout en dansant et tout. On n'a pas vraiment besoin de l'alcool. Un Calédonien de 15 ans ou plus consomme en moyenne 7,3 litres d'alcool pur par an. En 2020, ce chiffre était de 7,4 litres et était déjà en baisse de 1% par rapport à l'année précédente. Une consommation qui diminue légèrement donc, mais qui reste la cause principale des accidents mortels en 2021 à 65,5%. Mouvement de grogne ce matin devant le camp Est. Les agents de détention de l'USOINC dénoncent leurs conditions de travail dégradées et des effectifs insuffisants pour surveiller les détenus. Il y a une vraie fatigue, il y a un vrai mal-être de la part des personnels. En fait, on fait tous le même constat. À chaque fois, on nous oppose l'absentéisme. Nous, l'absentéisme, on est d'accord, le constat, comme je l'ai dit plusieurs fois, on le partage. Nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est faire un vrai travail de fond et travailler sur les raisons de cet absentéisme. Donc on voudrait bien que le centre pénitentiaire puisse un jour bénéficier d'un vrai plan de restructuration qui permettrait des conditions de détention meilleures. Et qui dit conditions de détention améliorées, dit aussi pour nous des conditions de travail aussi meilleures. Du côté de la direction de l'établissement, on confirme que la gestion du personnel a été particulièrement contrainte en 2021. Cette année, on devrait quand même connaître une amélioration parce que le centre de détention de Koné va ouvrir ses portes et il y a un certain nombre d'agents qui ont été recrutés. Il y aura au moins une dizaine de ces surveillants qui seront pour le CP de Nouméa. Donc on devrait augmenter notre effectif par rapport à des situations, encore une fois, qui quelquefois sont compliquées. Il y a des gens qui se sont mis en disponibilité parce que c'est leur droit, c'est statutaire, etc., etc. Ce qui fait qu'on a un effectif en termes de personnel qui s'érode aussi petit à petit et qu'il va falloir remonter. Et l'année 2022 sera l'occasion pour remonter cet effectif-là. Le dialogue se poursuit entre le syndicat et la direction. Plusieurs réunions sont d'ores et déjà programmées. 5 jours après l'éruption du volcan Tangaanga, l'archipel du Pacifique est toujours coupé du monde. Une situation qui durera 1 mois, c'est le temps qu'il faut pour que le câble sous-marin soit réparé. Sur place, 3 morts et des blessés sont à déplorer. Pour l'Organisation des Nations Unies, plus de 80% de la population tongienne a été touchée par l'éruption volcanique. Une explosion qui, pour la NASA, représente 500 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Maisons et hôtels ont été sur certaines îles complètement détruits. Des évacuations sont actuellement en cours. La piste d'atterrissage ayant été dégagée hier, les premiers vols en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande devraient arriver aujourd'hui. Des navires de guerre néo-zélandais et australiens ont également été dépêchés sur place avec à leur bord de l'eau potable, des fournitures et du matériel de secours. La Chine a également annoncé l'envoi de produits de première nécessité. Des besoins humanitaires très attendus qui devront néanmoins respecter les conditions sanitaires actuelles. L'île étant préservée de la Covid-19, tout contact avec la population doit être évité. Du soutien, l'archipel en trouve aussi auprès de la diaspora tongienne, que ce soit dans le domaine sportif, avec cette cagnotte lancée par le Rugby Club toulonnais où évoluent 2 Tongiens, mais aussi dans le domaine culturel, comme nous le montre cette cérémonie tongienne de deuil, durant laquelle les femmes de la famille se coupent les cheveux en signe de respect pour les défunts disparus le 15 janvier dernier. C'est dans la maison commune de la tribu de Teach à Poum qu'Henri Cardonnet, télépilote professionnel basé habituellement sur Touro, a posé ses valises. À la demande du point information jeunesse de la commune, il apprend à 13 jeunes des alentours les bases du pilotage sur des petits drones avec au passage un peu de théorie en aéronautique. Et une fois que l'air il termine sur l'aile, ça s'appelle le bord de fuite. Le bord de fuite, très bien. Donc c'est ça en fait qui nous permet en fait d'avoir notre phénomène de portance. La portance, c'est ce qui va permettre à un avion de rester en l'air et c'est ce qui va permettre à notre drone aussi de voler. D'accord ? Quand on fait ces initiations dans ce format, nos petits drones pour les enfants, on vient quand même toujours apporter une sensibilisation, notamment par rapport à la législation. C'est vrai que le drone est en plein essor en Nouvelle-Calédonie, mais on veut montrer aux jeunes, tôt même, qu'il y a quand même des règles à respecter. Donc on leur explique que, par exemple, une voiture, il y a le code de la route. Pour les drones, il y a les règles de l'air et on est soumis à la législation, notamment avec l'aviation civile. Et puis on va leur apprendre aussi toutes
les règles de hauteur pour des drones si demain il devait avoir un drone. Voilà, descend. Descend. Voilà. Fais un peu de translation à droite. Voilà, à gauche, très bien. Et marche avant. Voilà. Ce que j'ai aimé aujourd'hui dans la petite journée, c'est le parcours avec les drones. Tout le monde a participé, on a bien rigolé. Au début, je pensais que c'était difficile, mais après, comme Henri nous a appris à contrôler, du coup, voilà, c'était facile un peu. Par la suite, j'aurais envie d'acheter un drone. En quelques heures, les enfants prennent la main sur ce parcours. La principale difficulté, lorsque l'on découvre le pilotage d'aéronefs à vue, c'est lorsque l'on doit piloter dans le sens inverse, où les enfants doivent savoir se situer dans l'espace par rapport à l'aéronef. Et marche avant. Vas-y, vas-y. Et ta rotation, super. Voilà. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est intéressant, c'est que ici, là, quand tu revenais de l'autre côté, tu es en pilotage inversé. Donc si tu veux revenir de ce côté-là, c'est pas ton côté droit. C'est translation gauche. D'accord? Si les enfants ont le sourire, c'est également le cas pour l'animatrice du Point Pige. À défaut d'avoir un camp de vacances sur la commune, elle a pu proposer aux jeunes de l'extrême nord, le temps d'une journée, une activité qu'ils ne pratiqueraient pas en temps normal. Surtout pour essayer d'innover et puis aussi qu'ils soient plus curieux et puis de montrer aussi aux jeunes qu'il y a plusieurs activités ici dans le pays qui peuvent toucher par rapport aux autres sports qu'ils connaissent déjà. D'autres séances d'initiation au télépilotage seront proposées pour les autres tribus de la commune dans le courant de l'année. Pour les collectivités intéressées par ce genre de prestations itinérantes sur tout le territoire, il faut compter entre 8 500 et 15 000 francs de l'heure. Tu veux un petit secret? Vas-y, redécolle-le. YR2. Tu fais L2 et flèche du bas.